Merci. Donc, je vois qu'on a un nombre de participants qui commence à être assez intéressant, assez conséquent. Donc, je pense qu'on va pouvoir lancer le webinaire. Donc, comme je vous l'ai dit, bienvenue. Merci beaucoup de vous être connectés sur ce webinaire sur le potentiel et les enjeux du crowdfunding dans les pays de la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique. Qui est organisé aujourd'hui dans le cadre de la facilité ICR. Je vais vous présenter brièvement le programme de ce webinaire. Donc, on va commencer donc par la petite introduction que je suis en train de vous faire pour l'instant. Ensuite, je vais continuer à prendre la parole pour vous présenter très brièvement aussi la facilité Investment Climate Reform qui organise le webinaire. Et ensuite, je laisserai la parole à Camille Constantini, qui travaille chez MIPIS, qui est consultante en financement participatif et qui va vous présenter les résultats préliminaires d'un petit rapport qu'elle a élaboré, qui cherche à mettre en avant justement quels sont les enjeux du crowdfunding dans la zone Afrique, Caraïbes, Pacifique, pourquoi il est intéressant pour les décideurs publics de travailler sur ce sujet, de se pencher dessus, et quels sont les éléments intéressants auxquels il faut faire attention quand on décide de travailler sur ce sujet, notamment sur la question des politiques publiques. Ensuite, nous aurons une discussion, une table ronde avec 4 intervenants que nous vous présenterons à ce moment-là un peu plus en détail. Et ce sera suivi d'une séance de questions-réponses. Donc, vous avez sur votre écran un petit onglet questions, un petit onglet chat où vous pouvez nous envoyer des réponses. Nous, on les verra et on pourra y répondre. Vous pouvez, pendant toute la durée du séminaire, envoyer des questions et on y répondra au moment des questions-réponses. Je dois aussi vous préciser que ce webinaire est enregistré, donc il faut que vous soyez au courant de ça. Voilà, et donc après la question des réponses, on vous présentera aussi une petite spécificité de la facilité ICR, qui est que après le webinaire, on vous offre la possibilité de discuter avec nos partenaires de MIPIS si vous voulez poser des questions, approfondir un sujet en particulier. Je vous expliquerai ça à la fin, c'est une possibilité qu'on offre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui. Alors, je voudrais vérifier, normalement, à ce stade du webinaire, nous devrions avoir des mots de bienvenue de Monsieur Escipión Oliveira Gómez, qui est sous-secrétaire général responsable du département Transformation économique structurelle et commerce au sein de l'Organisation des États ACP. Mais il avait des petits problèmes de connexion et je ne sais pas s'il est arrivé à nous rejoindre. Et est-ce que vous nous entendez, Monsieur Oliveira? Alors, vous nous entendez, mais nous ne vous entendons pas. Est-ce que votre micro est ouvert? Alors, on a vraiment un petit souci technique. Bon, alors malheureusement, je pense que nous allons devoir nous passer des mots de Monsieur Oliveira. J'espère que je ne me trompe pas en me mettant à sa place et en disant qu'il aurait été très content d'ouvrir ce webinaire, de donner des mots de bienvenue et de participer aux activités de la facilité ICR tel qu'il le fait d'habitude et très régulièrement. Je vais donc passer à la prochaine partie. Je vais vous faire une brève présentation de la facilité ICR pour que vous sachiez de quoi il s'agit. C'est une facilité assez récente, elle a 1 an seulement, donc peut-être que vous en avez jamais entendu parler, qui s'appelle la facilité de réforme du climat des affaires ou du climat des investissements, donc ICR Facility. C'est une facilité qui est cofinancée par l'Union européenne, par l'Organisation des États ACP dans le cadre du 11e FED
par le gouvernement fédéral allemand et le British Council, et qui est co-mise en œuvre par 4 agences de coopération européennes, la GIZ, Expertise France, le British Council et SNV. L'objectif de la facilité, c'est de soutenir les pays et les institutions régionales dans les pays de la zone ACP dans leur processus de dialogue public-privé afin d'améliorer le climat des affaires. C'est une facilité d'assistance technique. Donc, en fait, on offre une assistance technique sur demande à des organisations publiques ou privées des États ACP. Et l'assistance technique qu'on offre peut porter sur la réforme de l'environnement des affaires, sur des réformes ou des actions qui visent à rendre l'environnement des affaires plus durable, en incluant des groupes qui peuvent être sous-représentés d'habitude, et des réformes et des activités qui visent à renforcer des dialogues publics-privés ou bien déjà bien installés ou bien en cours de structuration. Donc, les demandes qui peuvent nous être déposées sur notre site internet, dont vous aurez l'adresse un peu plus loin, elles doivent viser à améliorer le climat des affaires. Elles doivent faire partie d'un processus plus large de réforme ou d'un mécanisme de dialogue public-privé. Elles doivent comporter un volet de dialogue public-privé. Alors, ça peut être un dialogue public-privé dans l'élaboration des réformes, ou ça peut être des réformes de l'environnement des affaires qui ont pour objectif d'être inclus plus tard, d'être utilisées dans un dialogue public-privé. Et elles doivent être déposées par des institutions publiques ou privées issues des dialogues des pays ACP. Et nous sommes aussi ouverts à des demandes qui viennent de délégations de l'Union européenne dans les pays ACP. Alors, est-ce que M. Oliveira aurait récupéré le son par hasard? Je ne sais pas, tu m'entends? Oui, nous vous entendons, M. Oliveira. Magnifique. Je vous laisse la parole. Non, à tout grand merci, désolé pour les problèmes de connexion. Et je ne sais pas comment je résous ça, mais c'est erreur, je suppose. Donc, je voulais également exprimer mon remerciement au nom de l'Organisation d'États d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, et qui est présidée et gérée par notre secrétaire général, Son Excellence, M. Georges Rebelo Pinto Chicotti, pour cette très belle initiative de ICR. Et je voudrais tout d'abord remercier l'Union européenne pour tout l'appui qu'il a donné au groupe ACP à travers les années et qu'il va continuer à donner dans le cadre de l'accord de partenariat post-Cotonou récent conclu, qu'on vient de finir, de négociation. Et remercier toute l'équipe de ICR réellement pour les efforts que vous faites pour transmettre des connaissances à nos pays et à nos PME. Ce thème est très intéressant, celui d'aujourd'hui, de crowdfunding. Je ne sais pas comment traduire ça en français ou en espagnol, que c'est ma langue, mais l'idée de pouvoir promouvoir des systèmes de financement alternatifs pour nos PME, c'est vraiment important. Surtout que la majorité des petites et moyennes entreprises de nos pays ont du mal d'accéder vraiment à la banque traditionnelle. Et souvent, on demande, comme je disais avant dans mon ancien travail, on demande les titres de la maison de ta mère, les papiers de ta voiture et tout ça pour pouvoir financer un PME. Ce qui, dans beaucoup de pays du Nord, ce n'est pas le cas. Donc, tous les différents systèmes qui puissent vraiment aider à nos pays à avoir des financements, à nos PME à avoir des financements qui leur permettent d'augmenter leur compétitivité sont bienvenus. Et je pense que le système de crowdfunding, comme beaucoup les relations humaines, se base sur la confiance. La confiance entre les meneurs du projet, ceux qui ont financé, mais surtout les plateformes qui font cette sorte de clearance entre un et l'autre. Donc, j'espère apprendre beaucoup aujourd'hui de ce que vous proposez. Je vais écouter attentivement aussi comme participant parce que c'est un thème qui me tient au cœur. Et je pense qu'une des personnes qui a plus popularisé le crowdfunding, c'était le président Obama. Parce que le président Obama, c'était un des premiers, en tout cas, comme j'ai entendu, comme il a financé sa première campagne, c'était très intéressant. Aujourd'hui, bien sûr, on utilise crowdfunding pour beaucoup de choses, même pour aller en vacances. Ce n'est pas nécessairement, peut-être le meilleur exemple, mais en tout cas, je vais
écouté avec beaucoup d'attention. Je voudrais vraiment remercier Yasmine, tous les orateurs et l'équipe d'ICR et tous les partenaires, GIZ, British Council, Expertise France, CNV, les gouvernements allemands, pour cette belle initiative. Et en tout cas, chapeau et merci pour l'honneur que vous nous faites de pouvoir participer aujourd'hui. Et j'espère que vous avez bien compris mon français mâché de personnes hispanophones. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Oliveira. Avant de passer la parole à Camille, je voudrais préciser que ce webinaire est traduit en anglais en simultané dans Teams et que le lien pour entendre la traduction est disponible dans la fenêtre de chat. So for the English-speaking participants, this webinar is translated into English, and you can find the team links in the chat window of GoToWebinars. Je voudrais aussi préciser que nous avons uploadé une petite fiche de présentation de la facilité ICR. Si vous voulez avoir plus d'informations sur nous, vous pouvez la télécharger dans la fenêtre aussi. Et sur ce, je vais laisser la parole à notre intervenante initiale, Camille Constantini, qui va nous présenter quels sont, selon elle, les potentiels et enjeux du crowdfunding aujourd'hui dans les pays ACP. Camille. Oui, bonjour à tous. Merci Yasmine. Eh bien, écoutez, je me présente. Donc, je m'appelle Camille Costantini. Je travaille pour Meepies. Alors, Meepies, en quelques mots, nous sommes une fintech française spécialisée dans la création de plateformes de crowdfunding en marque blanche. Et donc, depuis 2013, date de notre création, donc nous mettons à disposition de l'économie participative, de l'économie collaborative, nos expertises, qu'elles soient technologiques, réglementaires et de conseil, donc au profit du secteur de la finance participative, en France bien évidemment, mais également au sein de l'Union européenne et auprès d'autres pays et d'autres régions intéressées pour promouvoir des initiatives de crowdfunding, mais également de crowdsourcing. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons été mandatés par l'ASIR, donc pour travailler à la rédaction d'un rapport, d'un petit rapport sur donc certains types de financements innovants, et donc ici précisément le crowdfunding et les enjeux du crowdfunding dans les pays membres de la zone ACP, donc Afrique, Caraïbes, Pacifique. Donc bien sûr, ce rapport est une première étude sur le sujet du crowdfunding. Il n'est pas exhaustif, mais il s'applique à proposer des réflexions, des pistes de réflexion, des pistes de discussion sur l'usage et les avantages du crowdfunding en ACP. Nous avons porté une attention au sein de ce rapport sur les petites et moyennes entreprises. Ce rapport s'adresse aux acteurs des politiques publiques, des pays ACP, ainsi que bien sûr qu'à l'écosystème, au vaste écosystème du crowdfunding, des entrepreneurs, des entreprises. Nous avons proposé de répondre à la question suivante. Nous avons tenté de répondre à la question suivante qui est pourquoi les politiques publiques des pays ACP devraient engager des initiatives de promotion du crowdfunding. Et pour ce faire, nous avons structuré le rapport donc en 3 parties. La première étant un état des lieux un peu général sur le crowdfunding. Tout le monde n'a pas forcément la définition précise du crowdfunding, c'est pas forcément comment fonctionne le crowdfunding. Donc l'idée était quand même de proposer plusieurs définitions sur l'écosystème, ainsi qu'un état des lieux mondial sur ce qui se fait aujourd'hui avec le crowdfunding. Et enfin, pour engager une deuxième partie vraiment plus sur ce pourquoi les politiques publiques devraient œuvrer au développement du crowdfunding sur leur territoire, avec donc différents exemples concrets, notamment des exemples portés au financement des entreprises. Et enfin, une troisième partie qui s'applique à proposer des recommandations pour soutenir l'utilisation du crowdfunding comme un service financier à la fois alternatif et complémentaire aux financeurs traditionnels. Alors, si ça fonctionne... Voilà, donc on va commencer avec la première partie qui est un aperçu
du crowdfunding dans le monde et bien sûr au sein des pays ACP. Donc j'ai choisi de commencer par une petite définition bien sûr de la finance participative, hein, donc du crowdfunding, qui aujourd'hui dans sa définition actuelle est un outil de collecte de fonds opéré par une plateforme internet, c'est bien sa spécificité, qui permettent à un ensemble de contributeurs de financer directement de manière traçable des projets. Donc le crowdfunding, bien sûr, ce n'est pas un outil nouveau. La souscription publique hein, ne date pas d'hier. En revanche, la nouveauté, l'innovation réside vraiment dans la numérisation de l'outil. Pourquoi? Parce que l'essor des nouvelles technologies a permis de créer une finance 2.0, une finance qui aujourd'hui propose des moyens alternatifs, des moyens digitaux, donc qui facilitent l'accès à différents secteurs et qui facilite l'accès au financement à tous les stades de développement d'une entreprise, par exemple. Donc, parmi les grandes plateformes internationales, bien sûr, du crowdfunding, on peut en citer quelques-unes. Hein. Vous avez Quickstarter, qui est un exemple, hein, qui fait partie des pionniers du crowdfunding dans le monde. C'est une plateforme américaine qui a été créée en 2009 et qui, à ce jour, a collecté à elle seule plus de 5 milliards de dollars pour financer plus de 2 millions de projets. Donc, c'est une des plateformes pionniers. Vous avez Indiegogo aussi, qui est une autre plateforme américaine. Et pour la partie européenne et française, de grands champions nationaux, je dirais. Vous avez bien sûr KissKissBankBank et Ulule, qui sont des plateformes aujourd'hui européennes et internationales qui aident au financement de différents projets et proposent voilà, plusieurs langues pour les apporteurs d'affaires. Donc le crowdfunding s'imbrique dans un écosystème qui est plus large. Cet écosystème, on le nomme la finance alternative. Donc la finance alternative, c'est quoi? C'est un ensemble de processus et d'instruments donc financiers qui sont apparus en dehors du système financier traditionnel, tels que les banques et les marchés de capitaux réglementés. La finance alternative comprend bien sûr de multiples outils, tels que le crowdfunding, on vient de le dire, mais également des outils comme la solidarité embarquée, les cagnottes en ligne, l'affacturage, les fonds de prêt aux entreprises, les prêts à la consommation et bien d'autres. Il faut savoir que, bien sûr, la définition de la finance alternative n'est pas forcément la même suivant les pays. Celle que l'on vous propose aujourd'hui est une définition voilà, qui tente de regrouper un petit peu tous les instruments financiers que l'on peut imbriquer dans cet écosystème. Alors, pour revenir au crowdfunding, l'idée ici était de vous présenter dans un premier temps les différentes formes de crowdfunding. Il faut savoir que vous avez 3 grandes familles de crowdfunding aujourd'hui qui elles-mêmes ont chacune des sous-catégories. Donc, ces 3 grandes familles, ce sont quoi? Ce sont bien sûr le don, le prêt et l'investissement. Dans le don, vous avez les dons sans récompense ou sans contrepartie. Vous avez ensuite les dons avec contrepartie et tous les écosystèmes liés au pré-achat, à la prévente. Vous avez ensuite les instruments de dette, donc c'est plus communément appelé le prêt, avec des prêts non rémunérés, donc c'est-à-dire que le contributeur sera remboursé de sa mise de départ qu'il aura investi, mais ne recevra pas de retour sur investissement. À l'inverse, le prêt rémunéré, bien sûr, vous avez un retour sur investissement qui est négocié en amont de l'investissement entre le porteur de projet et la plateforme. Et l'autre titre de dette est l'obligation. Donc l'obligation, c'est un titre financier qui est émis directement par une entreprise qui cherche des fonds pour financer sa croissance ou un projet. Alors l'obligataire est un instrument particulièrement utilisé pour l'immobilier et les énergies renouvelables, aujourd'hui notamment en France. Et ensuite, troisième catégorie de crowdfunding, l'investissement, qui se décline soit par une prise de part au capital, donc une entreprise qui va lever des fonds auprès d'investisseurs en leur offrant en retour des parts du capital de la société en actions, soit en royalties. Alors le royalties, c'est un modèle de financement qui permet à un contributeur d'investir, mais cette fois sans prendre part au capital de l'entreprise. En échange, l'investisseur lui va bénéficier
d'un droit à un pourcentage, alors soit du chiffre d'affaires développé par l'entreprise, soit des ventes qui auront été effectuées sur le dit produit. Donc, après cette définition un petit peu générique, hein, voilà, de ce qu'est le crowdfunding et des différents véhicules d'investissement, l'idée était de proposer dans ce rapport, bien sûr, un état des lieux avec des chiffres clés. Donc, le dernier recensement du crowdfunding au niveau mondial donc, date de 2017. Il faut savoir qu'il est assez compliqué de recenser tous les chiffres qui se font par pays et par région. Donc 2017 n'est pas si loin que ça pour l'écosystème. Il faut savoir qu'en 2017, donc 34 milliards de dollars ont été récoltés par des plateformes de crowdfunding dans le monde. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez des champions, bien sûr, avec les États-Unis en tête, hein, qui, eux, ont récolté 17,2 milliards de dollars, suivis de près par l'Asie, principalement portés par la Chine, qui ont récolté 10,54 milliards de dollars. Ensuite vient l'Union européenne, avec 6,40 milliards de dollars. Et puis là, on passe la barre, donc on est sous la barre du milliard, avec l'Amérique latine, qui a récolté 85 millions de dollars, l'Océanie 68 millions et enfin l'Afrique avec 24 millions de dollars. Alors, comme vous pouvez le voir, bien sûr, le marché est porté par les États-Unis, l'Union européenne et l'Asie. Alors, pourquoi? Déjà parce qu'effectivement, il y a un accès à Internet qui a été plus rapidement mis en place, qui est plus facilité. Il y a également une facilité des moyens de paiement et une bancarisation de ces régions-là qui est plus prononcée qu'en Océanie ou alors en Océanie donc et Asie du Sud-Est que dans les Caraïbes, le Pacifique et l'Afrique. Et puis il faut savoir que face à l'intérêt en fait qu'a suscité le crowdfunding, rapidement les régulateurs de ces champions, de ces régions, on va dire, se sont emparés du sujet pour proposer une réglementation qui était destinée à démocratiser l'usage du crowdfunding, à diversifier les véhicules d'investissement, mais surtout à protéger les investisseurs et les porteurs de projets contre toutes les thématiques liées à la fraude, au blanchiment d'argent et aux actions malveillantes qui peuvent avoir lieu sur des plateformes numériques qui incluent des systèmes de paiement par le web. Alors, il faut savoir qu'en 2017, pour donner encore quelques chiffres clés, les domaines qui attiraient le plus les financements étaient le secteur du business et de l'entrepreneuriat, donc qui cumulait 41,4% des montants collectés, et en deuxième lieu arrivaient les causes sociales et solidaires. Alors, dans les pays ACP, qu'en est-il? Alors, selon un rapport donc, de la Banque mondiale, qui commence un petit peu à dater de 2013, mais qui reste assez valable aujourd'hui, qui était intitulé le Crowdfunding Potential for the Developing World, le crowdfunding pourrait, à l'époque déjà, on ambitionnait que le crowdfunding puisse représenter un potentiel de 93 milliards de dollars par an d'ici à 2025 pour les pays en développement. Alors, on constate aujourd'hui qu'il y a une hausse qui demeure timide, mais une hausse tout de même du crowdfunding dans ces pays ACP. Il y a quelques pays qui sont piliers, notamment en Afrique, comme l'Afrique du Sud, le Kenya ou le Nigeria, qui disposent de plateformes, qui ont commencé à travailler sur des typologies réglementaires, sur des outils pour promouvoir le crowdfunding. Il faut savoir que dans ces régions-là, c'est principalement le don et le prêt qui sont les véhicules d'investissement les plus utilisés, et principalement donc le don qui cumule en fait 90% de l'activité de non-investissement, notamment en Afrique. Donc le crowdfunding est un véhicule d'investissement qui est stratégique et complémentaire. C'est ce qu'on va essayer de démontrer ici, notamment pour les entreprises en phase de démarrage qui vont souffrir d'un manque de crédibilité auprès des investisseurs traditionnels que sont notamment les institutions de crédit, les banques. Et il est vrai que le crowdfunding permet de rassembler autour des porteurs de projets des communautés qui sont fidélisées, des communautés qui vont communiquer autour des projets et surtout qui vont permettre de tester l'appétence du marché pour le produit ou le service qui va être vendu et mis au financement collectif.
Alors pour les pays ACP, le crowdfunding va proposer une nouvelle voie à la formation d'un capital qui va pouvoir permettre de réduire donc certaines problématiques, on vient de le dire, des problématiques d'exclusion bancaire, des problématiques d'isolement géographique, et également les tailles limitées de capitaux adressables, pour n'en citer que quelques-uns. Pour les pays ACP, on peut voir le crowdfunding comme un outil finalement d'inclusion entrepreneuriale et qui pourrait être adapté au financement des entreprises. Alors, on va bien sûr maintenant, après ce bref état des lieux du crowdfunding, se poser arriver à la partie 2 en fait, qui était quelles sont les opportunités en fait principalement donc économiques et sociales du crowdfunding et pourquoi œuvrer au développement de son usage dans les pays ACP. Donc nous avons ici tenté d'extraire les principaux arguments, les principales réflexions autour de cette question. Bien sûr, nous ne sommes pas dans un cadre exhaustif, mais c'était vraiment après étude, après recherche, après plusieurs interviews, entretiens menés, les commentaires, enfin les arguments que nous allons vous proposer ainsi dessous sont ceux qui étaient les plus comment dire, les plus à même vraiment d'expliquer l'intérêt du crowdfunding aujourd'hui pour les PACP et pour l'essor de l'entrepreneuriat. Donc bien sûr, c'est avant tout un moteur donc, économique et financier pour les entreprises. Il faut savoir bien sûr que les TPE et les PME font partie des moteurs donc, de la création de l'emploi et de la croissance du PIB. C'est un des objectifs d'ailleurs prioritaires du développement économique des pays émergents. Et pourtant, ces TPE, ces PME sont aujourd'hui confrontés encore à la problématique de l'accès au financement. Ces entreprises sont considérées comme des structures à risque par les institutions de crédit. Et le crowdfunding, du coup, pourrait être alors un outil stratégique en amont de l'emprunt bancaire et créer un système de complémentarité avec les financeurs traditionnels. Donc, on a extrait ici 2 exemples qui sont assez pertinents. Le premier serait le financement par la diaspora. Pourquoi? Puisque notamment en Afrique, il y a une diaspora très importante au sein des pays ACP. En 2019, les transferts de fonds envoyés par la diaspora africaine vers le continent ont atteint près de 70 milliards d'euros. C'est un montant qui représente presque autant que l'aide publique au développement et la part des investissements étrangers en Afrique. Et il faut savoir que 2 tiers des fonds mobilisés par la diaspora donc, servent avant tout au secteur informel, servent avant tout à la vie courante et sont un filet de sécurité sociale. Pourtant, on peut se poser la question de si une partie de ces transferts de fonds étaient engagés dans le développement économique du territoire, dans la croissance des entreprises et la création d'emplois, par des outils, par des canaux d'investissement comme le crowdfunding, cela pourrait représenter l'opportunité d'un développement des territoires, l'opportunité d'une croissance et d'un fléchage de ces transferts de fonds. Alors bien sûr, cela relève de l'engagement bien sûr des politiques publiques dans l'essor du crowdfunding pour flécher donc une partie de ces envois à travers des outils digitaux sécurisés, à travers des plateformes de crowdfunding qui seraient réglementées. Un deuxième exemple est le financement, ce qu'on appelle le financement B2B, le financement inter-entreprise. Il faut savoir qu'il y a donc plusieurs formes de financement. Aujourd'hui, on va en extraire 2. Le premier est cette capacité de donner de la visibilité aux entreprises par des plateformes de crowdfunding. Donc, c'est vrai que cela pourrait encourager la ventilation de portefeuilles de fonds spécialisés, de portefeuilles de grands comptes. Exemple, toujours en 2019, donc le continent africain a connu une augmentation des investissements dans ces startups. Mais des domaines tels que l'agritech ou la santé sont restés à la marge. Pourtant, ce sont des domaines à impact social et économique important. Pourquoi? Parce qu'il manque de visibilité par rapport à d'autres. Et c'est vrai que le crowdfunding, les plateformes de financement participatif améliorent la répartition donc, des portefeuilles de fonds et des grands groupes.
Un autre exemple du financement B2B, c'est bien sûr le financement entre entreprises. Le fait de dire qu'une entreprise qui dispose de liquidités excédentaires pourrait choisir d'investir dans un prêt ou dans le capital d'une entreprise grâce et par l'intermédiaire d'une plateforme de financement participatif qui aurait fléché, qui aurait mis en avant le besoin de financement des TPE et des PME. Ces dernières, du coup, vont gagner en visibilité, en fiabilité et vont améliorer leur situation financière. Et par ailleurs, elles vont créer un partenariat entre entreprises qui peut, du moins, financer et renforcer le potentiel d'innovation et de compétitivité de ces petites entreprises. Alors, un autre argument, quand on pose la question du pourquoi œuvrer au développement du crowdfunding en ACP, et bien sûr, c'est un support à l'inclusion financière. Donc, cette inclusion financière est au cœur des objectifs de développement durable. Elle vise à réduire les barrières d'exclusion financière. Elle vise à rendre le financement accessible à une population qui est encore aujourd'hui exclue ou mal desservie par les systèmes financiers traditionnels. Alors, comment le crowdfunding pourrait participer à l'inclusion financière? Eh bien, tout d'abord, il permet une accessibilité au plus grand nombre. Il élargit le cercle des investisseurs et des montants de collecte, notamment pour les entreprises et les entrepreneurs et les startups. Il permet ensuite aux investisseurs de sélectionner directement les projets dans lesquels ils vont investir, dans des projets dans lesquels qui représentent leur valeur, qui représentent l'appétence du marché. Ils proposent également une alternative aux problématiques d'isolement géographique de certaines régions. Cela permet d'attirer des investisseurs locaux, des investisseurs régionaux, mais également internationaux, offrant ainsi de plus grandes possibilités de production locale et d'innovation, et permettant encore une fois de flécher des fonds spécialisés, des investissements spécifiques. Et enfin, le crowdfunding va favoriser l'essor du digital, l'essor du numérique, va favoriser l'usage d'outils digitaux et le déploiement de ces solutions de paiement alternatifs. On a un exemple très probant qui est ici l'exemple du paiement mobile, qui est d'ailleurs largement utilisé sur le continent africain et qui est un outil de paiement alternatif aujourd'hui au système de finance et au système de paiement traditionnel. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il y a environ 1,7 milliard de personnes qui n'ont pas accès au système bancaire traditionnel. Et c'est vrai que ces outils digitaux alternatifs seraient une ouverture, seraient une possibilité de faire rentrer dans le scope du financement tous ces acteurs-là. Parmi les autres arguments, donc on a extrait ici un cas d'usage, si je puis dire. Il s'agit du cas des entreprises sociales. Donc, outre la redistribution, bien sûr, de flux financiers vers les secteurs économiques et la croissance des entreprises traditionnelles, le crowdfunding est également un puissant levier pour de multiples écosystèmes en quête de financement complémentaire. Parmi ces acteurs, bien sûr, vous avez les entreprises sociales qui sont représentatives des problématiques de financement rencontrées dans les pays ACP. Donc, ces problématiques de financement sont inhérentes à leur activité, mais également démontrent d'une problématique de fléchage des fonds vers certains écosystèmes. Pourtant, les entreprises sociales, on le sait, sont essentielles à la collectivité. Elles contribuent à la mise en œuvre de politiques publiques, notamment dans les États qui sont fragilisés. Elles assurent des missions de service public et elles permettent de restructurer des économies locales en mettant en avant la croissance, l'emploi au sein de ces écosystèmes. On a ici, donc merci d'ailleurs au British Council qui a pris le temps d'une interview dans le cadre de ce rapport. Donc le British Council a travaillé avec Social Enterprise Ghana. Ensemble, ils ont créé un groupe de travail pour encourager la création de plateformes de crowdfunding dans l'idée de financer les entreprises sociales ghanéennes. Alors pourquoi? Parce que au Ghana, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais au Ghana, le financement des entreprises sociales a toujours été considéré comme un défi majeur. Et dans le cadre de groupes de travaux, dans le cadre de recherche, il a été mis en avant que le crowdfunding pourrait ouvrir une fenêtre d'opportunité aux investisseurs pour investir donc dans ces projets à impact
positif et pour permettre de financer le capital des entreprises sociales. Alors, ça, on a souhaité faire une petite parenthèse également dans ce rapport. Il était important de démontrer que le crowdfunding n'est pas simplement qu'un outil financier, c'est aussi un outil donc, qui est plus global de démocratie participative. C'est un outil qui peut replacer le citoyen au cœur des projets du territoire, au profit d'une économie réelle, donc d'une économie active. Pour les autorités publiques, il y a plusieurs façons de faire du crowdfunding aujourd'hui. Donc, vous pouvez activer une démarche soit pour soumettre les projets de l'autorité publique, enfin, en tout cas du territoire à la décision des habitants et encourager ainsi des actions de démocratie et de politique participative, donc de remettre encore une fois le citoyen au cœur du territoire et de comprendre les enjeux auxquels il fait face et les besoins qu'il pourrait avoir. Et il y a aussi pour l'autorité publique l'idée d'activer une démarche de crowdfunding pour soutenir les acteurs locaux. On parle bien sûr ici d'entreprises, d'individus, d'associations et de promouvoir l'entrepreneuriat, la co-construction sociale et l'émergence de projets locaux et innovants et de projets qui verront le jour et qui participeront à l'essor du territoire. Donc, on l'a dit, le crowdfunding permet de replacer un peu ce citoyen au cœur des enjeux de développement, en dynamisant donc l'économie locale, en dynamisant la réappropriation du territoire. Il permet également de canaliser l'épargne des particuliers vers des projets d'intérêt général, que ce soit l'environnement, la culture, le patrimoine, l'éducation et bien d'autres. En contribuant à apporter une réponse solidaire donc en temps de crise. On a un exemple ici très concret, les campagnes en dons sans contrepartie en France en 2020 ont vu leur pourcentage croître de plus 459% par rapport à 2019, ce qui est énorme. Pourquoi? Parce que en temps de Covid-19, il y a eu énormément d'initiatives pour soutenir l'écosystème, pour soutenir les entreprises, pour soutenir les systèmes de santé, pour soutenir les associations qui pâtissaient de la crise sanitaire. Donc le baromètre français est sorti il y a quelques jours et a montré à quel point le don sans contrepartie avait été très utilisé cette année en 2020, en tout cas en France. Alors une dernière, bien sûr, un dernier paragraphe dans ce deuxième point avant de nous engager vers les recommandations. Bien sûr, on ne peut pas parler de crowdfunding sans mettre en avant les limites. Ce n'est pas un outil miracle, ce n'est pas un outil qui va changer les investissements dans les pays ACP du jour au lendemain. Ça reste un marché financier alternatif qui présente déjà des limites pour les porteurs de projets. Il faut savoir que c'est un exemple qu'on a aujourd'hui, en tout cas dans les pays qui font usage du crowdfunding depuis de nombreuses années. Les plateformes de crowdfunding sont bien sûr sélectives. Tous les projets n'auront pas accès à la collecte de fonds. Il faut pour cela, bien sûr, monter un business plan. Il faut pour cela avoir une visibilité en fait sur ce que vous souhaitez faire, sur les montants collectés. Pourquoi? Cela va bien sûr participer à rassurer les investisseurs. Et puis enfin, il faut savoir que le crowdfunding ne garantit pas que le projet d'entreprise trouvera des investisseurs. Là encore, il y a un vrai travail de communication et de marketing à faire de la part des porteurs de projets, de la part des plateformes de crowdfunding, bien évidemment, pour promouvoir, pour dynamiser et pour donner de la visibilité aux projets qui sont portés sur les plateformes afin d'attirer les investisseurs au financement. Donc je l'ai dit, une collecte de fonds nécessite un investissement marketing et communication important. C'est pas un outil miracle. Il y a vraiment un vrai travail en amont à faire, et d'où l'idée d'être accompagné bien sûr par différents acteurs de l'écosystème, et d'avoir il y a un vrai travail de sensibilisation bien sûr à faire sur ces parties-là. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les gouvernements, alors
de plus en plus de gouvernements continuent de stimuler le crowdfunding, de promouvoir son développement, de promouvoir son usage, donc principalement en adoptant des cadres réglementaires qui sont spécifiques pour rassurer les investisseurs, pour lutter contre les tentatives de fraude et de blanchiment d'argent qui pourraient transiter par les plateformes numériques. C'est là un grand enjeu du développement du crowdfunding, notamment dans les pays ACP. Le suivi de la réglementation est une étape clé. C'est une étape qu'ici, on a choisi de mettre en avant. Alors, bien sûr, ce n'est pas la seule pour proposer des initiatives et des actions de crowdfunding, mais voilà, elle va piloter en fait vraiment l'émergence ou du moins l'essor du crowdfunding. Et c'est pour ça que nous avons fait le choix dans cette troisième partie de faire un focus sur les recommandations réglementaires. Le secteur dispose aujourd'hui de multiples exemples de réformes réglementaires qui ont porté leurs fruits. Donc c'est l'occasion de prendre connaissance de ces réformes réglementaires, d'initier des études comparatives, de s'approprier les meilleures pratiques, parce qu'il y a eu de nombreux échecs, hein, bien sûr, mais de s'approprier les meilleures pratiques de chaque réforme réglementaire qui ont pu avoir déjà lieu, et de le transposer ensuite à son propre modèle économique. Voilà, donc c'est pour les politiques publiques, donc ce travail réglementaire doit s'accompagner bien sûr de concertation avec les acteurs du secteur du crowdfunding, avec les autorités de contrôle, mais aussi avec les financeurs traditionnels. Il y a un important travail de sensibilisation qui doit être réalisé par des experts du domaine en amont de tout décret d'application. Donc il y a des vraies synergies à créer, des vrais groupes de travail à mettre en place dans le cadre d'un développement réglementaire. Ici, nous allons vous proposer une méthodologie réglementaire, alors encore une fois qui n'est pas exhaustive, hein, bien sûr, qui entre autres a été inspirée par l'étude qu'a menée le GIZ et l'Union européenne en 2017 sur les fondements du crowdfunding et les principales pratiques internationales. Les pays qui ont adopté des cadres réglementaires donc, ont travaillé sur les domaines suivants. Déjà, donc, définir les instances réglementaires qui pourraient approuver et contrôler donc, les acteurs et les activités du crowdfunding, donc ça c'est un premier cas. Définir les critères de mise en place des plateformes de crowdfunding en fonction de la nature de leurs activités, qu'elles fassent du don, du prêt ou de l'investissement, mais également donc, définir les règles de protection des investisseurs et les conditions liées à l'opération de financement. Donc, je vais un peu trop vite. Voilà, donc pour commencer, bien sûr, donc définir les instances régulatrices de l'activité. Je vous ai proposé ici deux exemples. L'exemple de la France, alors c'est vrai qu'on va en parler beaucoup, mais la France, ça fait partie d'un des pionniers de la réglementation du crowdfunding et surtout d'une réglementation qui a été la plus aboutie dans ce domaine-là. Donc la France, en 2014, a mandaté deux institutions principales pour superviser l'usage du crowdfunding, donc la CPR, qui est l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, et l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers. Donc ces deux organes, en fait, contrôlent du coup les plateformes de crowdfunding et leur usage. Pour la CPR, il s'agit du don et du prêt, et pour l'AMF, donc ça va être tous les instruments d'investissement. Un troisième acteur qui est donc l'Orias, qui va être chargé lui de répertorier toutes les plateformes légales de crowdfunding en France. Aujourd'hui, vous avez une liste, hein, il y a un peu plus de 200 plateformes qui sont présentes et qui permet pour un porteur de projet et pour des investisseurs de savoir dans quoi ils s'engagent et de s'assurer voilà, du fait que la plateforme est réglementée et est régulée. Au Maroc, donc un autre exemple, hein, face à la réticence des financeurs traditionnels, donc le Maroc a désigné la Banque centrale pour superviser les activités de crowdfunding au même titre que les banques. Donc c'est ce qu'on disait un petit peu plus haut. Il y a un vrai travail de sensibilisation des banques à mener sur la complémentarité du crowdfunding. Il est essentiel ici donc vraiment d'inclure des prêteurs traditionnels dans l'activité de crowdfunding et de valoriser les synergies potentielles entre les deux écosystèmes. Et donc cela passe notamment par la définition des instances régulatrices de l'activité. La deuxième méthodologie, si je puis dire, à la création d'un cadre réglementaire serait bien sûr les critères de mise en place des plateformes. Les plateformes de financement participatif
sont vraiment l'élément clé du crowdfunding. Et les règles relatives à la fonction de la plateforme vont vraiment déterminer la bonne exécution du crowdfunding. Et puis, il est important aussi voilà, d'encadrer ces plateformes, leur permettant de pouvoir mener à bien et de développer et de promouvoir l'usage du crowdfunding. Donc ici, un cas d'usage qui est celui de l'Union européenne. Alors, pour information, l'Union européenne depuis plusieurs années, en fait, travaille à une réglementation commune du crowdfunding au sein des pays membres de l'Union européenne. Ce cadre réglementaire est entré en vigueur donc en novembre 2021. Aujourd'hui, il est en cours de transposition auprès des régulateurs nationaux. Donc, il sera applicable en novembre 2021, donc dans un an. Et ce nouveau cadre européen a encadré les plateformes de crowdfunding. Il a proposé un régime donc, de prestataires européens de services de financement participatif pour les entreprises, basé sur un statut de ce qu'on appelle un statut de RTO, de réception et de transmission d'ordre, et non pas sur un statut consultatif. Quelle est la différence? Eh bien, en France, le statut une plateforme de crowdfunding qui avait un agrément CIP, donc de conseiller en investissement participatif, hein, donc qui faisait principalement des instruments de dette et d'equity, avait la possibilité de fournir des recommandations sur mesure aux investisseurs. La plateforme assistait l'investisseur, lui soumettait des avis et décidait de sa capacité d'investissement. Toute une batterie de questionnaires avait été mis en place pour vraiment travailler avec l'investisseur. Et bien aujourd'hui, la réglementation européenne en fait a réduit cela. Elle propose désormais aux plateformes de crowdfunding d'être vraiment des intermédiaires. Elle supprime l'obligation en fait pour les plateformes d'évaluer la capacité d'investissement des contributeurs. Ces plateformes auront désormais juste des questionnaires de connaissances à mettre en place, donc des outils web à propulser. C'est vraiment l'investisseur qui sera autonome dans l'évaluation de sa capacité d'investissement. Et enfin, donc alors si ça veut bien, donc dernier critère hein, même de méthodologie, il s'agit ici donc de définir les conditions liées à l'opération de financement. Donc le régulateur, hein, il appartient au régulateur de fournir à l'écosystème des règles spécifiques déjà de protection des contributeurs en fonction des véhicules d'investissement. Donc typiquement, on en parlait, je viens d'en parler, hein, la réglementation européenne a choisi pour cela de distinguer en fait les investisseurs dans deux catégories, donc investisseurs qualifiés et investisseurs non qualifiés. Les investisseurs non qualifiés sont ceux qui n'ont jamais fait de financement participatif, qui n'ont jamais investi sur une plateforme de crowdfunding. Ils auront alors, la plateforme devra mettre à disposition donc, des questionnaires de connaissances et leur montant d'investissement seront régulés. Ils ne pourront pas investir au-delà d'un seuil qui a été défini par la réglementation jusqu'à ce qu'ils deviennent des investisseurs qualifiés. Alors, et un autre exemple aujourd'hui encore, en France, une plateforme de crowdfunding qui opère des instruments de dette et d'equity a un travail à faire auprès d'investisseurs. Il doit soumettre un dossier spécifique qui comprend les étapes hein, que vous pouvez lire ici, hein, donc, qui vont de l'explication du processus à la saisie des informations personnelles. Cela passe par également la saisie du profil de l'investisseur avec des questionnaires d'adéquation qui sont très poussés sur le patrimoine de l'investisseur, sur sa capacité d'investissement, sa capacité de financement. Il y a aussi tout un travail de téléchargement des pièces justificatives, bien sûr, pour valider de la capacité de l'investisseur à pouvoir contribuer auprès d'un projet mis en avant sur la plateforme. Et enfin, dernière étape, bien sûr, est la signature de l'accord de l'investisseur. Et une fois ce dossier validé, l'investisseur pourra accéder au projet porté sur la plateforme de crowdfunding. Donc, comme vous pouvez voir, il y a vraiment toute une batterie d'outils, d'actions qui ont été mis en place pour contrôler, pour réglementer, pour éviter toute forme d'abus du crowdfunding, tant pour les investisseurs que pour les porteurs de projets, avec cet intermédiaire clé qui est la plateforme de crowdfunding. Donc il appartient bien sûr au pouvoir public de soutenir les plateformes pour assurer la croissance du marché et la pérennité du secteur.
encore une fois pour éviter pour toute forme d'abus et pour contrôler la dynamique du marché, pour proposer un essor constant du marché. Dans tous les pays où une réglementation aboutie a été faite, la définition d'un seuil de collecte pour les porteurs de projets et des montants d'investissement accessibles aux contributeurs a été mis en place. Bien sûr, il y a aussi une réflexion importante à prendre en compte dans un processus réglementaire. Et enfin, donc pour conclure sur ce rapport, nous avons proposé une étude comparative de 2 acteurs qui ont donc pour lesquels une réglementation est entrée en vigueur en 2020. Il s'agit de la Tunisie et du Maroc. Qui ont adopté donc un cadre réglementaire pour le crowdfunding en 2020. Et comme voilà, nous l'avons précisé plus tôt, il est tout à fait intéressant pour les décideurs publics, pour les pays qui souhaitent mettre en avant des dispositifs réglementaires, de s'appliquer à comparer un petit peu ce qui a été fait dans les autres pays, de prendre des exemples de bonnes pratiques pour proposer un cadre réglementaire qui soit pertinent, stratégique et qui inclut, encore une fois, tout l'écosystème du crowdfunding. Eh bien, merci à vous, en tout cas, pour votre attention et pour voilà, cette première partie qui s'est appliquée à décrire un petit peu le contenu du rapport. Merci à toi Camille en fait pour cette présentation très intéressante où il y a beaucoup d'éléments sur lesquels les membres de notre table ronde vont pouvoir rebondir pour lancer la discussion. Donc, nous passons maintenant au moment de la table ronde. Ce que je propose de faire, c'est que chaque participant se présente brièvement en 2 minutes, en 1 ou 2 minutes, dans l'ordre dans lequel ils apparaissent sur la présentation. Donc, on va commencer par Mazen El Kassem. Vous vous présentez brièvement, vous dites peut-être les sujets qui vous intéressent le plus ou les éléments qu'a dit Camille qui vous interpellent le plus. Et ensuite je vous poserai une question pour lancer la discussion entre vous de manière un peu plus structurée. Donc, je laisse la parole à Mazen pour qu'il commence par se présenter et ensuite ce sera Eric, Tamer, Alain. Merci. Merci Yasmine et merci pour l'invitation pour ce webinaire sur le sujet du crowdfunding. Vraiment un sujet très important et très intéressant. Donc moi je suis Mazen El Kassem, expert technique international, Senior Key Expert, entrepreneuriat et innovation, avec Expertise France depuis maintenant 1 an et demi sur un projet en Tunisie sur le développement de l'écosystème de l'entrepreneuriat et de l'innovation. Et un de mes chantiers phares est donc l'appui au gouvernement tunisien à la mise en place et l'opérationnalisation, on va dire, de la loi crowdfunding, loi qui a été, comme l'a mentionné Camille, a été adoptée en août 2020. Et merci encore aussi Camille pour ta présentation. Et donc les points importants, donc les régulateurs, comment on régule, ça c'est très important. On en parlera tout à l'heure. L'écosystème qui inclure, enfin, il faut les inclure. Aussi, parlons un peu des banques et de l'inclusion des banques dans le processus. Donc on en parlera tout à l'heure. Voilà, merci. Bien, bonjour à tous. Je suis Eric Ponfo. Je dirige une plateforme de... Vous m'entendez là? Ah, j'ai des petits soucis. Si on vous entend très bien, Eric. Ah, très bien. Donc, je dirige une plateforme de financement participatif donc qui s'appelle Fiatop et qui œuvre... qui s'exerce à financer des entrepreneurs innovants et à impact social sur le continent africain. On a financé déjà une trentaine de projets sur 8 pays et on continue le processus par Fiatop Invest, donc qui est donc l'extension en investissement que nous sommes en train de lancer. Merci pour cette invitation également et peut-être une remarque par rapport à l'exposé hyper intéressant de Camille sur lequel on va sans doute revenir. C'est l'idée finalement que le don
le don représente aujourd'hui encore en Afrique la majeure partie de l'effort de crowdfunding pour plein de raisons qui ont été aussi explicitées, mais je pense que ça peut aussi être une clé, ça peut être aussi une clé peut-être pour catalyser l'avenir du crowdfunding et son passage à l'investissement. Peut-être pour l'introduction. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je suis Tamer Mdan, je suis donc le fondateur de 2 plateformes de crowdfunding DTL Afrique. CoFunding, qui est une plateforme de dons avec contrepartie, et Afriquity, qui est une plateforme d'investissement, ou plus communément appelée Equity Crowdfunding. Je suis par ailleurs le coprésident de l'association Financement Participatif Afrique et Méditerranée, qui a pour vocation de fédérer des acteurs du crowdfunding et de l'écosystème pour la promotion des bonnes pratiques du crowdfunding en Afrique et en Méditerranée. Et je suis ravi d'ailleurs que Camille a cité le rapport de la GIZ qui a été réalisé. En tout cas, j'étais l'expert qui a rédigé ce rapport et j'ai vu que, en tout cas, la démarche réglementaire a été prise en compte, et je remercie Camille. C'est d'ailleurs une démarche sur laquelle on a travaillé en Tunisie, qui a été aussi représentée pour le Maroc, et j'ai eu l'occasion d'ailleurs de la présenter auprès d'autres régulateurs en Afrique francophone. Et donc, je remercie Camille pour sa présentation. Et je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter ensemble par la suite. Bonjour à tous et à toutes. Mon nom est Alain Kourikié. Je suis le fondateur et directeur de Wagenzi. Wagenzi est une plateforme d'investissement participatif qui permet à la diaspora d'investir dans les startups dans leur pays d'origine. Actuellement, on travaille au Ghana et en Ouganda, et on essaie alors d'aider les startups à avoir des investissements de la part de la diaspora. Et moi, ce que j'ai aimé dans ce que Camille a présenté, c'était vraiment l'opportunité d'ouvrir les investissements en Afrique à la diaspora. Et sur cela qu'on est en train de travailler, et l'un des problèmes que nous avons comme plateforme, c'est on a des problèmes sur ce qu'on appelle sur le blanchissement d'argent, sur le manque de régulation, et on essaie de trouver des modèles qui seraient peut-être adéquats à l'Afrique. Et je voudrais un peu qu'on discute un peu sur ça, dans cette opportunité qu'on a aujourd'hui de discuter ensemble. Merci. Merci à tous les 4. La première question que je voudrais vous poser, alors elle va peut-être un peu à l'encontre de tout ce qui a été dit jusqu'ici par Camille, mais en fait non, c'est est-ce que vraiment c'est nécessaire d'avoir une réglementation, d'après vous, spécifique sur le crowdfunding, comme on a pu voir que c'est le cas maintenant en Europe, et comme ça s'est développé au Maroc et en Tunisie, ou est-ce que ça pourrait être suffisant de laisser l'écosystème se développer par lui-même et ensuite de le réguler a posteriori? Peut-être je vais commencer à donner la parole à Tamer et à Mazen parce que ils connaissent bien le cas de la Tunisie et du Maroc où on a mis en place cette réglementation. Comment est venu cet accord autour du besoin de mettre en œuvre une réglementation, de l'élaborer? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas laissé les choses telles qu'elles étaient? Oui, donc je vais peut-être commencer par apporter des éléments de réponse, et je laisserai Mazen compléter. De mon point de vue, il était important d'offrir un cadre de réglementation. Qui dit cadre ne veut pas forcément dire une réglementation complète, même si les pays avec qui on a pu discuter, ils étaient très portés à proposer tout de suite un cadre réglementaire propre. Pourquoi? Alors, parce que il y a 2 éléments qui me paraissaient importants. C'est que l'activité de crowdfunding dans des pays comme la Tunisie, comme le Maroc, et même dans les pays de la zone BCAO,
c'est qu'on rentrait tout de suite dans des cadres de réglementation existantes qui étaient très très stricts. Par exemple, si vous voulez faire du crowdfunding en prêt, vous allez être soumis au monopole bancaire. Donc pour une plateforme, je vais dire digitale, une start-up, une fintech, se conformer à cette réglementation, c'était impossible. En tout cas, ce n'était pas forcément un cadre qui permettait de favoriser l'innovation et le lancement de fintech. Pareil pour l'equity crowdfunding, il fallait se conformer à des réglementations beaucoup plus strictes relatives au private equity d'une manière générale. Et même le don dans ces pays-là, en tout cas, il était déjà réglementé. Dans le cas de Tunisie, par exemple, il fallait pour chaque collecte de fonds pour une association quasiment obtenir une autorisation du premier ministère. Vous voyez, donc le cadre n'était pas forcément propice au lancement de ces fintechs et il fallait apporter un certain niveau d'assouplissement, en tout cas adopter des formes d'encadrement qui soient adaptées pour ce type d'activité. C'est pour ça d'ailleurs, on a voilà les acteurs de l'écosystème et quelques plateformes, on a essayé de porter ces projets de réforme auprès des régulateurs. De l'autre côté et du point de vue de plateformes, les plateformes, elles avaient besoin aussi d'éléments qui permettent de renforcer le facteur confiance qu'elles avaient vis-à-vis des épargnants et de l'écosystème d'une manière générale. Comment vous voulez qu'une plateforme Internet inconnue qui arrive dans un écosystème et qui va commencer à solliciter l'épargne d'une manière générale, donc manipuler des flux financiers, sans être réellement avoir en tout cas un sésame de l'écosystème ou d'un régulateur qui lui dit que ce sont des vrais professionnels. Donc, à la fois, c'était bien évidemment encadré pour trouver un cadre propice pour le développement, éviter les dérives bien évidemment, hein, et surtout apporter aux plateformes un niveau de confiance pour qu'elles puissent se développer sereinement dans leur écosystème. Mazen, merci beaucoup. Non, mais je te rejoins sur ça. Et puis surtout, on parle de pays, il n'y a pas de bonne ou mauvaise expérience. En fait, on parle de pays comme la Tunisie, par exemple, c'est dans son ADN d'avoir un cadre réglementaire pour tout. Et en ne parlant pas de tout ce qui est autour des flux financiers, où c'est encore très très rigide. Donc c'est des pays, mais comme en Europe aussi, hein, et dans le monde entier, on a des pays qui ont dans leur ADN de commencer par quelque chose de libéral, faire la concurrence, etc. Et après, de venir pour réguler un petit peu et ce cadre réglementaire. Et d'autres qui commencent directement par le cadre réglementaire et souvent, de temps en temps, ils deviennent de plus en plus un peu plus flexibles. Mais après, l'intelligence ici, comme le cas de la Tunisie ou du Maroc, ou potentiellement des pays de la CP, c'est d'avoir ce cadre réglementaire qu'on adapte en fait à cette innovation. Donc le crowdfunding et le financement participatif, entre autres. Merci. Alors du coup, maintenant, je vais me tourner vers Alain et Eric, qui ont pu être actifs dans des pays où un tel cadre réglementaire n'existe pas, ou en tout cas pas de manière aussi complète. Comment vous faites justement pour contourner ou pour travailler avec cette absence de régulation? Quels problèmes ça peut vous poser et quelles solutions vous pouvez trouver? Alors là, je donne la parole à Alain pour commencer, juste parce que sa vidéo est allumée, mais après, on pourra écouter Eric. Oui, merci pour la question. En effet, oui, c'est un problème pour nous, pour aider nos investisseurs de la diaspora à investir en Afrique, et spécialement en Ouganda et au Ghana, là où nous opérons. Alors, on a dû développer un nouveau modèle d'affaires pour permettre vraiment à la diaspora d'investir, mais aussi aux entrepreneurs locaux à recevoir cet investissement de la diaspora, mais aussi à créer un climat de confiance et de transparence entre les deux clients. Alors, ce qu'on a fait, on a créé un fonds d'investissement dans ces pays-là où on travaille, et ces fonds d'investissement, ce sont eux qui sont responsables de gérer les investissements que la diaspora fait dans ces investissements. Ce sont ces fonds d'investissement qui gèrent les investissements de la diaspora.
Alors, dans les pays hôtes, là où on est aux Pays-Bas, alors on a créé un fonds d'investissement spécial aussi pour les investissements de la diaspora. Ce qui veut dire que nous collectons tous les fonds de la diaspora dans une seule compagnie qui va alors investir, disons, en Ouganda et au Ghana dans ces compagnies. C'est vraiment cette alternative qu'on a trouvée, qui est un peu chère si on regarde notre structure actuelle. Mais bon, ça nous a permis au moins de commencer à travailler et en même temps de commencer à discuter avec le régulateur pour voir comment on peut changer, disons, le système qu'il y a aujourd'hui. Merci. Eric, vous voudriez rajouter quelque chose? Ouais. Oui, je vais peut-être rajouter que en plus des éléments qu'a indiqué Tamer qui commandent parfois la régulation, on se trouve aussi dans la situation, et c'est le cas de pas mal de pays d'Afrique subsaharienne, où en fait la pratique du financement participatif est tellement faible et est sujette à tellement encore de freins de type difficulté pour plein de gens à accéder au digital, tout simplement, difficulté encore plus grande à accéder au paiement digital. Voilà, on est parfois dans des contextes qui font que il peut être très embêtant de réguler, parce que réguler, c'est toujours restreindre, hein, et c'est toujours restreindre l'usage. Et donc, on voit bien que à la fois les banques centrales et les pays évitent d'une certaine façon de polisser de trop, parce que c'est peut-être la meilleure façon d'éteindre quelques sources de financement qui finalement ne font pas de mal à ces économies-là. Et au contraire, je prends l'exemple du Cameroun, où il y a eu organisé par le ministère des Finances l'année dernière des assises du crowdfunding. Je pense que c'était l'une des premières assises en Afrique subsaharienne de ce type, pilotée par le ministère des Finances et le ministre des Finances lui-même, qui a passé la journée. J'étais invité et on a bien vu, hein, le maître mot, c'était vraiment de dire, et les pouvoirs publics l'avaient bien compris, ils étaient d'ailleurs dans l'esprit de dire, il faut qu'on comprenne mieux ce que c'est, il faut qu'on en comprenne mieux les enjeux avant de réguler. Et le ministre avait d'ailleurs pris date avec des plateformes de crowdfunding pour aller les visiter. Voilà, donc bien conscient qu'un cadre n'existe pas, mais qu'il fallait quand même faire attention à pas tuer le bébé dans l'œuf. Et par ailleurs, si on prend des zones économiques ou monétaires comme la BCAO, le code des investissements dans la zone BCAO permet déjà d'investir dans une entreprise jusqu'à 99 personnes. C'est-à-dire que si on ouvre une entreprise au Mali, au Sénégal, tant qu'on a moins de 99 investisseurs, ben on n'a pas besoin d'un cadre réglementaire hyper rigoriste. Et donc voilà. Et donc c'est autant de couloirs, j'ai envie de dire, qu'il est possible déjà d'exploiter et pour avancer la pratique du crowdfunding sur ces zones-là. Voilà Yasmine, ce que je peux indiquer là sur le sujet. Ok, merci Eric. C'est effectivement un retour d'expérience assez intéressant. Ce que je voudrais vous demander aussi maintenant, c'est au-delà de cette question de la réglementation du crowdfunding qui doit être mise en œuvre par les politiques publiques, quels sont selon vous les autres prérequis qui pourraient favoriser l'émergence du crowdfunding aujourd'hui dans les pays ACP, notamment la question de la relation des acteurs du crowdfunding avec le secteur bancaire. Parce que les banques peuvent avoir une relation très particulière avec le crowdfunding. Certaines peuvent trouver des intérêts à en favoriser la croissance, mais beaucoup quand même en ont peur. Donc peut-être je voudrais avoir un peu votre retour sur ce sujet-là. Je ne sais pas qui ça pourrait intéresser de prendre la parole en premier. Je sais qu'Alain a été accompagné par une banque pendant un moment. Peut-être il peut commencer et d'autres peuvent compléter. Oui, merci pour la question. Oui, nous on travaille avec les institutions financières et on a commencé à tester un modèle où la diaspora est une banque
investissent ensemble, co-investissent ensemble dans une start-up ou dans une SMI. Et ça se passe relativement bien ici aux Pays-Bas. On essaie de travailler avec une banque qui s'appelle Rabobank et avec leurs partenaires en Ouganda. On va commencer prochainement un projet pilote. Bon, pour nous, vraiment, le partenariat avec les banques est vraiment un chemin qu'on est en train d'essayer vraiment je dirais beaucoup d'innover dans ce secteur-là parce qu'il n'y a pas assez de services où les individus, les investisseurs individuels et les banques travaillent ensemble. Alors nous, on a créé ce service, ce produit financier où on investit avec les banques. Alors le problème qu'on rencontre souvent, c'est beaucoup plus sur la qualité des investisseurs, des entrepreneurs qu'on met sur la plateforme. Et ça reste toujours un problème pour nous. Mais sinon, le partenariat avec les banques est naturel. Et on a de l'intérêt ici aux Pays-Bas, on a de l'intérêt en Afrique. Mais un autre problème pour nous aussi, c'est le marché des capitaux dans certains pays qui ne nous permet pas vraiment de mobiliser les individus en Afrique pour co-investir avec les banques sur notre plateforme. C'est ma réponse sur cette question. Merci. Yasmine, je ne sais pas si je peux… Allez-y, oui. allez-y. Oui, je veux apporter des compléments à ce que vient de dire Alain. Je pense qu'il y a un élément important au-delà d'ailleurs des banques, c'est la pédagogie, l'éducation. Donc, on en parlait tout à l'heure des régulateurs, les banques aussi et les autres acteurs de l'écosystème. Il faut faire de la pédagogie, il faut essayer de expliquer, de comprendre, comme l'a fait d'ailleurs tout à l'heure Camille dans sa présentation. C'est vraiment expliquer les bases, à quoi ça sert, comment ça peut s'articuler avec d'autres outils de financement. Et c'est ce qui a été fait d'ailleurs, et on a la chance peut-être aujourd'hui en Afrique et dans la zone ACP d'une manière générale, c'est que comme on est en retard par rapport au développement de l'Afrique, on a l'exemple de ce qui a été fait déjà en Europe, aux États-Unis, et on voit aujourd'hui que l'articulation entre les acteurs du financement traditionnel, entre guillemets, tels que les banques et les plateformes de crowdfunding d'une manière générale, est assez fort. Les banques restent des partenaires déjà financiers, classiques, mais on a vu que plusieurs banques ont pris soit des participations capitalistiques ou même acheté des plateformes de crowdfunding parce qu'ils participent aussi d'ailleurs à leur transformation digitale. Donc cette relation, elle me paraît être assez saine, assez normale. Je pense aujourd'hui que beaucoup de banques en Afrique ont compris l'intérêt de ces acteurs-là, ou des fintechs d'une manière générale. Maintenant, encore une fois, là aussi, des acteurs régulés comme les banques auront du mal à travailler à des acteurs qui sont aujourd'hui dans une espèce de zone grise ou de non-droit. Donc, la réglementation va clairement favoriser le développement de ces partenariats à moyen et long terme. Et parmi les conditions, d'ailleurs, on a parlé de l'éducation. Il y a les banques, certes, mais il ne faut pas oublier que tous les acteurs de l'écosystème, Alain l'a parlé, d'ailleurs l'a cité sur la problématique de sourcing des projets. Si la qualité des projets n'est pas là, on ne va pas pouvoir trouver des financeurs et des investisseurs. Mais pour avoir des projets de qualité, il faut avoir des acteurs de l'écosystème de qualité qui accompagnent les porteurs de projets pour pouvoir se financer. Donc, on a besoin des autres composantes de l'écosystème pour pouvoir fonctionner. Et enfin, il faut bien des épargnants. Donc, si des épargnants déjà ne sont pas sensibilisés sur ces outils de financement, si l'épargnant n'a pas la capacité de financer, n'a pas les outils pour le faire, ça sera compliqué aussi. Donc, on voit très bien que le crowdfunding ne peut se développer qu'avec toute une infrastructure, tout un écosystème qui est prêt à l'accueillir et qui a déjà compris ce que c'est. Donc, la réglementation est clairement un élément essentiel, mais il est loin d'être suffisant pour le développement du crowdfunding. Oui, si je peux, moi, Eric, si tu veux, et je finis après. Non, vas-y, je t'en prie. Pas de souci. Non, mais juste pour appuyer ce que disait Tamer sur les banques, c'est un acteur très important, même si il ne participe pas au crowdfunding, au financement participatif en tant que une plateforme, propriétaire d'une plateforme ou actionnaire dans une plateforme de crowdfunding, mais c'est un acteur très important dans la comment faciliter en fait tous ces flux financiers. Parce que, et là, je vais prendre un petit exemple d'une plateforme tunisienne
qui fait un peu d'associatif, on va dire, parce qu'elle n'est pas encore agrémentée, mais elle est, avec la loi tunisienne, elle est valide. Par contre, quand ils ont fait une campagne pour collecter de l'argent, leur banque a dû bloquer leurs comptes parce qu'ils ont vu qu'il y avait un flux financier très important de différents épargnants et ils savaient pas pourquoi il y avait ça. Et donc la campagne n'a pas abouti malheureusement et ils ont dû donc rembourser. Donc là, ils ont eu un premier problème, leur compte a été bloqué. Donc après avoir bien expliqué, etc., tout ça, donc ça a été débloqué. Et après, là, donc deuxième problème à la suite, c'est que la campagne n'a pas abouti. Et donc ils ont dû rembourser les épargnants, les contributeurs. Et là encore un autre problème avec la banque qui ne comprenait pas pourquoi on allait rembourser ces mêmes personnes. Donc il y a encore voilà beaucoup de pédagogie à faire, comme dit Tamer, avec les acteurs, bon, les banquiers, le secteur banquier, mais avec tous les acteurs sur le crowdfunding et puis pas seulement ses bénéfices, mais comment ça fonctionne. C'est très important. Et puis bien sûr, encore une fois, la sensibilisation, la communication est très très importante. Donc il y a un travail même avant d'avoir un cadre réglementaire qui va fonctionner, qui est opérationnel. Il faut faire beaucoup de communication et de sensibilisation à tous les acteurs de l'écosystème, surtout aux épargnants, aux porteurs de projets. C'est quoi le crowdfunding et les bénéfices de cet outil, en fait, pour qu'ils puissent assimiler tout ça et s'approprier l'outil dès que il est opérationnel pour que ça fonctionne et donc qu'il y ait la masse critique, parce que sinon le crowdfunding ne fonctionnerait pas, bien évidemment. Peut-être pour compléter mes collègues qui ont dit déjà pas mal de choses, peut-être 2 points sur les banques. Le premier, c'est que les banques doivent vraiment prendre conscience qu'elles ont un asset législatif indispensable aujourd'hui, c'est-à-dire que sur le continent, elles sont les seules à avoir la capacité de détention de fonds pour le compte de tiers. Et ça, c'est une capacité législative, régulatoire qui est essentielle en crowdfunding parce que la majorité des plateformes ne gardent pas les sous des porteurs de projets. Donc, les banques aujourd'hui ont ces capacités et donc peuvent facilement évoluer vers de l'acquisition. Donc, c'est notamment le format qui est appelé en France prestataire de services de paiement qui permet donc de pouvoir cantonner les fonds qui sont reçus sur les plateformes. Donc, clairement, les banques ont un rôle à jouer parce qu'elles peuvent facilement se mouvoir vers ce type d'activité, même si en Europe, c'est pas nécessairement les banques qui l'ont fait. La deuxième chose, par contre, sur lesquelles les banques doivent sans doute travailler, notamment sur le continent, c'est leur capacité à acquérir de l'argent en ligne. Elles sont encore en retard quand même, hein, c'est-à-dire que on a encore très peu de banques qui comprennent vraiment l'importance, y compris pendant cette période de Covid, l'importance d'aller vraiment vers de l'acquisition de paiements en ligne. Aujourd'hui, elles sont encore très très focus auprès de leurs clients sur des dépôts manuels, des dépôts de cash et comprennent pas forcément encore aujourd'hui vraiment le caractère indispensable d'amener leurs clients à faire plus d'acquisition de chiffre d'affaires en ligne pour qu'elles puissent, elles, commencer à s'habituer à avoir du dépôt électronique, si je puis dire, parce que c'est la façon avec laquelle aujourd'hui en Europe, les banques sont plus habituées à finalement à cette activité qui est un peu qui est électronique, qui est virtuelle, qui est digitale. Et je pense que là-dessus, pour le coup, les banques, elles ont un gros travail de montée en compétences et aussi de développement de leur et de transformation digitale. Voilà. Yasmine, si vous permettez, je veux apporter un complément toujours sur les banques. Nous avons, en tout cas, comme l'a signalé d'ailleurs tout à l'heure Alain, comme des plateformes comme la nôtre qui travaillons sur la mobilisation de l'épargne et des diasporas vers l'Afrique notamment. On rencontre aujourd'hui beaucoup de difficultés avec les dépositaires, donc les banques en Europe, pour qui nous collectons l'épargne de la diaspora pour investir en Afrique et qui sont très frileuses à cette idée de pouvoir, en tout cas, être cette plateforme qui permet de transférer l'argent
depuis l'Europe vers l'Afrique pour des questions bien évidemment de blanchiment d'argent et de financement de terrorisme. Et cette frilosité freine finalement ce développement de cette mobilisation de l'épargne de la diaspora vers l'investissement productif en Afrique. Et donc ce travail de pédagogie doit être fait également avec les partenaires bancaires en Europe pour que, en tout cas, ces flux continuent à se développer et, comme cela a été évoqué tout à l'heure, renforcer les flux de la diaspora. Sachant d'autant plus, en tout cas, je suis convaincu que les flux de la diaspora, les investissements de la diaspora vont permettre le développement du crowdfunding en Afrique et dans la zone SCP, parce qu'ils vont être ce qu'on appelle les early adopters, en tout cas comme ils sont déjà ont été déjà, je veux dire, utilisent le crowdfunding déjà dans leur pays d'accueil, en Europe, aux États-Unis ou ailleurs, ils seront plus à même à l'adopter pour financer des projets dans leur pays d'origine. Et c'est grâce à eux, certainement, d'ailleurs, on l'a vu, que ce soit d'ailleurs au Liban ou en Israël, en tout cas, les flux du crowdfunding ont été boostés, notamment au début, grâce aux diasporas. Merci Tamer, vous me faites une transition parfaite. Avant de continuer, en fait, je voudrais préciser aux personnes qui nous écoutent, je pense qu'on va fusionner un peu cette table ronde avec la séance de questions-réponses qui devait suivre. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. Je les lis, je peux les transmettre. Justement, il y a des questions sur la diaspora. Comment faire pour rendre le crowdfunding plus attractif pour les membres de la diaspora, justement, pour qu'ils puissent se transformer en early adopters. J'ai bien entendu tous les messages que vous avez fait passer les uns les autres sur l'importance de la pédagogie, l'importance de la communication sur ces sujets-là. Et donc, oui, au-delà de l'utilisation de la pédagogie pour donner confiance aux banques, sujet qu'on a un peu vu, comment donner confiance aux investisseurs? Comment donner confiance à ces membres de la diaspora qui peuvent être en Europe et qui peuvent vouloir investir dans leur pays d'origine sans être là et penser que le crowdfunding, ça peut être un outil idéal pour faire ça? Je ne sais pas qui veut lever la main, qui veut... Alain, je vous vois lever la main. Oui, merci pour la question. Nous là, je vais vous dire un peu de la méthodologie qu'on a mise en place pour mobiliser les fonds de la diaspora. D'abord, on a créé un fonds de garantie avec l'African Guarantee Fund, qui est un fonds de garantie qui est basé à Nairobi, pour protéger 50% des fonds investis par la diaspora. Disons, si les membres de la diaspora investissent, disons, 20 000 euros dans une start-up en Afrique, il y a 10 000 euros qui vont revenir si la compagnie fait faillite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on a fait, c'est aussi être très clair sur nos critères de sélection des start-up. Hein? On a des critères qui sont vraiment clairs et après ça, on a créé aussi des clubs aux côtés de la diaspora qu'on appelle Diaspora Business Angel Networks, qui sont des clubs où on enseigne la diaspora à investir. Ces petits clubs, on a à peu près 330 membres aujourd'hui dans ces clubs et ce sont ces membres de ces clubs qui vont aller à la rencontre des autres membres de la diaspora qui veulent investir. Ça, ce sont vraiment les démarches qu'on a mis en place. Et aussi, on a mis une activité aussi de coaching et de mentorat de la diaspora aux startups. S'il y a un membre de la diaspora qui veut faire du coaching à une startup dans laquelle elle a investi, on peut créer alors ce partenariat entre la startup et le coach pour qu'il y ait toujours une communication. Et la troisième et la dernière chose qui est vraiment principale alors, c'est ce qu'on appelle le management du portefeuille. Hein. Alors sur notre plateforme, on a créé une plateforme, on a créé un petit environnement où l'investisseur qui a investi dans une compagnie A peut suivre chaque trimestre la progression de la startup. Alors, s'il y a un problème, elle peut poser la question, disons, à nous, à la plateforme, et on peut aller rencontrer l'entrepreneur et répondre à cette question. C'est avec cette plateforme où l'investisseur est en constante communication avec l'entrepreneur qu'on peut créer alors cette confiance dans l'investissement. Merci. S'il y a quelqu'un d'autre qui veut réagir sur la thématique de la diaspora. Ouais, peut-être que
peux peut-être merci Alain pour tous ces dispositifs qui ont été de nous éclairer là-dessus. Moi, ce que j'entends beaucoup dans la diaspora, j'entends souvent comment dire, des attentes de plusieurs ordres. Je pense que un des premiers challenges, c'est peut-être d'essayer de bien mettre en catégorie ces attentes-là. On a des personnes qui souhaitent en fait faire ce qu'on appelle un peu du give back, c'est-à-dire que je suis d'un pays, j'en attends pas nécessairement de mon investissement une contrepartie ou un retour sur investissement. C'est un petit peu ma façon de réaliser l'utopie du retour. J'ai décidé de m'installer au Canada, mais il est important pour moi de donner, en tout cas de me mobiliser pour mon pays en ressources financières. Et puis, il y en a une autre catégorie aussi de personnes en diaspora qui sont effectivement plus dans la mécanique financière classique, qui sont des investisseurs un peu que j'appelle froids, et qui vont être en attente pour le coup de retour financier et vont exiger cela. Et je pense que il faut peut-être travailler sur des réponses différentes en fonction des publics qu'on a. Il est évident qu'un public qui va être un public d'investisseurs froids, eh ben les mécanismes dont parle Alain, par exemple, de mise en place d'un fonds de garantie, elles me semblent vraiment judicieuses, intéressantes. En revanche, pour ce qu'on peut appeler des investisseurs philanthropes, il convient aussi peut-être d'avoir un autre une autre mécanique d'argumentaire pour les faire venir, c'est-à-dire la capacité du fonds, la capacité de la plateforme à créer de l'impact social, la capacité de la plateforme à suivre les investisseurs et à redonner justement à ces investisseurs philanthropes le sentiment vraiment qu'ils ont agi pour leur pays d'origine, ou en tout cas qu'ils ont réalisé avec succès ce give back. Merci Eric. Ok, alors très brièvement. Rapidement, en tout cas, c'est vraiment pour compléter les propos d'Alain sur les bonnes pratiques qu'ils ont mis en place et qu'on a mis en place. Effectivement, c'est ce qu'il faut faire. Alors, je nuancerai peut-être un petit peu les propos de mon ami Eric, dans le sens où je ne suis pas certain que les investisseurs de la diaspora sont froids. Peut-être c'est la terminologie qui n'est pas peut-être la plus adaptée. En revanche, effectivement, la diaspora avant tout reste, lorsqu'il s'agit d'investissement, elle reste investisseuse, et donc il faut s'adresser à elle plutôt comme un investisseur pour qui on peut toucher un certain aspect émotionnel qui est effectivement l'impact sur son pays d'origine. D'ailleurs, le social business dans ce cadre-là peut être un actif entre guillemets d'investissement assez intéressant. Mais mon point qui me paraît assez important, c'est toujours cet élément de confiance à créer avec la diaspora, et il ne faudrait pas négliger le rôle institutionnel à instaurer cette confiance autour de la diaspora. Je donne des exemples. Nous, le jour où on a pu d'ailleurs mettre le logo de l'AFD et d'autres institutions sur notre plateforme parce qu'on a été financé par ces acteurs-là, parce qu'on a été soutenu et accompagné, ça rajoute un élément de confiance vis-à-vis de la diaspora en se disant, voilà, ce sont des acteurs certes inconnus à la base, mais le fait qu'ils soient accompagnés par des acteurs de renom, ça facilite, ça crée de la confiance, et donc ça facilite finalement cette relation entre la diaspora et ces acteurs financiers de la fintech ou du crowdfunding d'une manière générale. Merci Tamer. Alors initialement, le webinaire il devait s'arrêter maintenant. J'espère que vous voulez bien nous donner à nous de manière collective une dizaine de minutes de plus. Parce qu'en fait, j'ai deux questions qui me semblent intéressantes encore qui sont arrivées par la plateforme de chat que je voudrais vous poser. La première question, c'est… Alors, Camille a mentionné dans sa présentation tout à l'heure qu'une des spécificités du crowdfunding sur le continent africain, c'était qu'il y avait une proportion de dons beaucoup plus importante. Et l'un d'entre vous est revenu… dessus aussi. On voit qu'en Afrique, le fait qu'il y ait plus de dons dans le crowdfunding, ça permet de toucher des entreprises qui sont plus petites, qui sont moins rentables. Ça permet de toucher des entreprises qui sont des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Et on a une question sur le chat qui nous demande comment est-ce que d'après vous, on pourrait rendre les modèles de crowdfunding en Afrique plus inclusifs.
par rapport à ce qui sont dans des pays plus développés. Comment est-ce que les modèles de crowdfunding pourraient justement toucher les entreprises les plus fragiles, mais aussi toucher les investisseurs potentiels les moins bancarisés ou les moins connectés? Est-ce qu'il y a des adaptations qui sont nécessaires, qui pourraient être nécessaires? Je ne sais pas s'il y a l'un d'entre vous qui se sent inspiré. Oui, Alain. Et moi, je peux dire quelques mots sur ça. Alors, pour construire les entreprises en Afrique, pour reprendre ce qu'on dit chez nous, chez Wagenzi, il faut vraiment avoir de vrais critères de sélection quand on veut mettre ces plateformes sur la plateforme. Alors, je vais vous dire, nous les critères qu'on utilise pour avoir les startups sur notre plateforme. Nous, on regarde d'abord l'équipe. On n'investit pas dans les micro et moyennes entreprises. On investit dans les startups qui ont une équipe d'au moins 3 personnes, 2 à 3 personnes. Deuxièmement, on regarde aussi le marché potentiel de la solution. S'il y a un potentiel que la compagnie grandisse au-delà de son pays, par exemple. Et la troisième chose, c'est que on regarde vraiment l'innovation et s'il y a déjà un prototype sur la solution. Et aussi, notre minimum d'investissement est entre 50 000 et 250 000 euros. Et on co-investit avec les institutions financières pour vraiment donner du capital d'amorçage à ces startups. C'est de cette façon-là que nous, on peut construire alors des entreprises en Afrique. C'est vraiment notre vision. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre peut ajouter quelque chose par rapport à ça. Merci. Je pourrais compléter peut-être les propos d'Alain par rapport à des chiffres, en tout cas, qui ont été qui se trouvent dans un rapport sur la finance alternative de Cambridge Institute qui montrait d'ailleurs qu'en Afrique, 18% de la population qui bénéficie du crowdfunding sont non bancarisés et 60% sont sous-bancarisés. Bon, c'est une catégorie entre un petit peu les deux, comparé par exemple à ce qui se passe en Europe ou aux États-Unis ou ailleurs, où quasiment cette partie de sous-bancarisé et non bancarisé représente même pas 7 ou 8% des bénéficiaires. Donc, on voit d'ores et déjà que le crowdfunding sert l'inclusion financière d'une manière générale en Afrique, d'accord ? Bien évidemment, ils peuvent faire encore plus si on lui donne l'opportunité de se développer davantage. En tout cas, je pense d'ores et déjà, c'est un élément, c'est un outil d'inclusion financière. D'ailleurs, le fait qu'ils soient aujourd'hui les principaux volumes constatés sur le continent sont du don montre que c'est plutôt pour l'inclusion financière parce que c'est compliqué aujourd'hui de financer l'informel avec du prêt ou de l'investissement. Donc, il n'y a pas d'autre façon que du don, même si j'ai encore des doutes que beaucoup de ces montants de dons financent réellement des activités économiques. Je pense que ça reste quand même pour beaucoup lié plutôt à du soutien social ou des projets culturels. Ok, merci Tamer. Une autre question, une dernière question que je voudrais prendre, enfin c'est deux questions qui ont été posées par des gens qui nous écoutent, qui portent particulièrement sur l'expérience en Tunisie et au Maroc. Alors la première question c'est est-ce que suite à la mise en place de ces réglementations, même si elles sont très nouvelles, est-ce que vous avez vu une augmentation des fonds levés ou des participants aux opérations de crowdfunding? Et la deuxième question, c'est est-ce que vous êtes arrivé, alors en Tunisie particulièrement, avec le crowdfunding pas à résoudre le problème, mais à participer à la résorption du problème du missing middle, c'est-à-dire financer des entreprises qui sont ni en phase d'amorçage, ni plus grosses, mais ce moment de transition où le financement est parfois un peu compliqué. Malheureusement, Yasmine, merci Tamer. Malheureusement, Yasmine, que ce soit au Maroc ou en Tunisie, et le Maroc, c'est encore plus récent que la Tunisie, on est toujours dans la phase cadre réglementaire. Donc, pour l'exemple de la Tunisie, la loi a été votée validée en août 2020,
Et depuis, les partenaires, les institutions publiques tunisiennes sont en train de finaliser les décrets et les textes d'application et les circulaires par rapport à chaque métier et donc à chaque autorité de régulation, chaque autorité tutelle. Donc on est encore loin de ça, donc on peut pas en fait pour l'instant mesurer l'impact du crowdfunding en Tunisie pour le moment. Mais après, bien sûr, c'est un sujet, le missing middle est un sujet très très important et je pense que ça va faire partie de notre travail, nous, en tant qu'Expertise France, mais aussi des autres agences techniques qui vont appuyer les institutions tunisiennes et les acteurs de l'écosystème du crowdfunding tunisien à opérationnaliser et déployer cette loi pour qu'elle soit donc inclusive et faire en sorte que voilà, il n'y ait plus ce missing middle. Voilà. Mais malheureusement, on est encore assez loin de ça. On peut refaire une petite discussion dans un an et vous donner plus de résultats plus tangibles et pratiques. Sur le missing middle, en tout cas, effectivement, il est encore tôt d'apporter des éléments de réponse là-dessus. Néanmoins, si on regarde les expériences sur les autres continents, et de par la nature d'ailleurs du crowdfunding en lui-même, puisque c'est plusieurs petits financeurs qui financent un projet, et donc en fait dans la logique bancaire, je dirais, le risque a été saucissonné. Donc individuellement, on est prêt finalement avec des petits montants à prendre un peu plus de risques qu'une seule institution, un seul acteur qui prend le risque global sur le montant global, et donc fait que finalement on va toucher des projets d'une manière générale un peu plus risqués que ce que faisaient jusqu'à aujourd'hui les acteurs traditionnels. Donc tous les ingrédients sont là pour pouvoir financer le missing middle, en tout cas en Afrique. C'est ce qu'on souhaite et c'est pour ça que nous opérons aujourd'hui tous ensemble. Merci pour ces précisions. Alors, toutes vos interventions sont très intéressantes et je voudrais vraiment continuer la discussion, mais malheureusement, on atteint la fin du webinaire, la fin du temps qui nous était imparti. Alors, je voudrais conclure brièvement alors, faisons un petit rappel sur les prochains webinaires de la série organisée par la Facilité ICR. Le 25 février, nous avons un webinaire en anglais sur comment démocratiser l'accès à la finance sociale, so Democratizing Access to Social Finance, alors qui sera un webinaire qui sera spécialement tourné vers les entreprises du Pacifique et des Caraïbes, avec un horaire qui sera adapté, donc un horaire qui sera de 21h à 22h CET, qui pourra permettre à des membres du public des zones Caraïbes et Pacifique de participer. Et nous aurons le 11 mars un webinaire sur les prêts d'honneur qui pourrait vous intéresser aussi, les prêts d'honneur comme instrument utile pour soutenir les entrepreneurs dans les pays ACP. Ensuite, je voudrais en profiter pour répondre aussi à une question qui a été posée à plusieurs reprises dans le chat sur la possibilité d'approfondir les discussions que nous avons eues aujourd'hui, ou peut-être même d'entrer en contact avec certains des intervenants. Comme vous le savez, normalement, il y a une slide qui va apparaître pour présenter ceci. Bon. Écoutez, la slide viendra après. En complément de ce webinaire, merci. Pour les participants qui sont intéressés, nous vous proposons, si vous le voulez, pour approfondir des points, pour poser des questions aux consultants de MIPIS qui ont travaillé sur le rapport qui vous a été présenté en début de webinaire, d'avoir une session d'1 heure avec elles pour poser des questions, demander un soutien, demander des précisions, demander un petit accompagnement. Donc, vous pouvez nous faire part de votre intérêt par mail jusqu'au 25 février à l'adresse qui s'affiche sur votre écran, donc info@icr-facilité.eu. Vous indiquez qui vous êtes, vous vous présentez, donc quelle est votre organisation, où est-ce que votre organisation est basée et quelles sont les questions que vous souhaiteriez poser aux consultants de MIPIS, aux travailleurs de MIPIS qui pourront ensuite vous répondre.
Voilà donc ce que je voulais vous présenter. Si vous êtes intéressé par approfondir la discussion, envoyez-nous des questions sur info@icrfacility.eu et nous pourrons discuter plus longuement avec vous. Je tenais vraiment à remercier l'ensemble des participants pour la qualité de leurs réponses. C'est vraiment passionnant. Je suis désolée de devoir mettre fin à cette discussion. J'espère qu'elle se poursuivra dans d'autres forums en ligne entre vous. C'était très enrichissant, très intéressant. Merci aussi aux personnes qui nous ont écoutés, aux participants, de l'attention qu'ils ont pu porter pendant 1h30. Merci à Camille pour sa présentation initiale. Nous sommes évidemment impatients de lire le rapport qui devrait être publié sur le site web de la Facilité ICR d'ici 4 semaines à peu près. Donc, je vous remercie tous encore. Merci beaucoup. Et bien, au revoir. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Et j'ai oublié de préciser, nous avons donc un petit sondage qui s'affiche sur votre écran. Si vous pouviez, s'il vous plaît, prendre le temps de nous dire si vous avez trouvé les informations apprises lors de ce webinaire utile. Merci. Au revoir.